Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 9 de Zéro Dark Thierry, le podcast de la gauche qui n'aime pas les gens et encore moins les jeunes. Parce que s'il y a pire que les jeunes insupportables de gauche, c'est les jeunes insupportables et idiots de droite. Article effarant du Monde le 5 avril 2021 sur les intentions de vote des jeunes de 18 à 34 ans. Si les 18-25 s'abstiennent massivement, ou s'ils voteront, ils le feront pour Macron, puisqu'on vous dit qu'ils sont cons. Les 24, 25 à 34 voteraient, eux, à 29% pour Marine Le Pen, et oui, il se passe quelque chose. La jeunesse n'emmerde plus du tout le Front National, comme le chantaient à l'époque les punks devenus depuis ingénieurs de recherche au CNRS, parce que pourquoi pas. Bon, d'accord. Bon. La jeunesse aime désormais beaucoup Le Pen, et entre ça, son temps passé sur TikTok, cette appli pour débiles profonds, c'est un peu difficile de leur trouver des excuses à ces petits branleurs. Mais comme le disait le poète, ni rire ni pleurer, comprendre, il y a trois trotskistes qui comprendront la référence. Alors posons la question qui fâche, pourquoi les jeunes sont-ils de droite? Et pour répondre à ça, mes trois matérialistes à l'œil vif et pénétrant. Gwen, Bonjour. Florent, Bonjour. Philippe Salut. et moi-même, nous allons découper le jeune en tranches fines. Ça va être un boulot dégueulasse, mais il faut que quelqu'un le fasse et c'est pour son bien. Mais d'abord, de quel jeune et de quelle droite au pluriel parle-t-on? Mon bon Gwen, c'est à toi. Alors c'est compliqué mon cher Thierry, car vois-tu, en ce moment on a 50 nuances de droite et presque autant de nuances de jeunes. Donc bon, déjà les jeunes, il faudrait un peu définir de quoi on parle, parce que la caractéristique de base du boomer étant de se croire jeune alors qu'il est vieux, il faudrait pas qu'on tombe dans les mêmes travers. Donc on va dire que les jeunes, bon déjà c'est ceux qui sont plus jeunes que moi, hein. On va dire que les plus vieux parmi les jeunes, c'est ceux qui ont eu genre leur bac en 2010. Et les jeunes, les plus jeunes, bah je sais pas, faudrait aller voir sur TikTok en fait. En tout cas, Où nous ne sommes pas. bah Où non, nous n'allons bah non pas. parce que nous on est Non. vieux maintenant. Voilà. Ça nous fait mal de l'admettre, mais quand même, voilà. Non, Et C'est pas seulement parce qu'on est vieux qu'on n'y va pas. Mais... Chut. En tout cas, ils ont ne, jamais. ne spoil pas. Spoil pas la suite, voyons. En tout cas, il y a un truc qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont jamais connu un truc aussi rare de nos jours que le monstre du Loch Ness, à savoir une politique sociale, le plein emploi et une certaine confiance dans le futur. Mais j'ai l'impression qu'au sein de ces jeunes, du coup, on a à peu près trois styles de jeunes de droite. Alors d'un côté, on a les plus faciles à reconnaître, les réacs de toutes les couleurs, qu'ils soient bleu marine ou à barbichette. Alors, au sein de ceux-là, on a toujours notre bonne vieille division de classe. Hein. T'as une variante riche qui veut protéger le modèle culturel fictif de son choix. Alors, t'as les occidentalistes ou les pro-émirats, hein, mais globalement, c'est le même délire. Derrière ce modèle culturel à protéger, ils cherchent aussi à protéger les profits. Bon, la thune, hein, voilà, on y revient toujours à ça. Jusque-là, c'est bon. Ça. Et parmi ces jeunes réacs, t'as aussi du coup la variante prolo qui aimerait surtout avoir un boulot, une voiture, une maison, une belle meuf et qu'on l'emmerde pas trop quand il fait une blague sur les homosexuels. Bon, souvent ils aiment bien le Japon aussi, je sais pas quoi faire de ça. Voilà. Parce qu'ils fantasment, c'est un fantasme le Japon. Voilà. Le Japon, c'est très peu d'immigration, des gens disciplinés. Ouais, mais ce qui est ouf, c'est que c'est un fantasme. Racistes, Oui, mais c'est un fantasme partagé par les jeunes réacs petits blancs et par les jeunes réacs quasi islamistes. Enfin, quand tu vois toi, dans l'affaire Mila, le nombre de profile pic manga parmi les harceleurs est assez délirant. Ouais, alors Il y a peut-être un effet sociologique comme les dreadlocks chez les Rasta blancs. Peut-être. Enfin bon. En tout cas, voilà, ça c'est une première catégorie de jeunes de droite au sein de laquelle on retrouve notre petite division riche-pauvre et des choses transversales entre jeunes de droite qui se détestent en pensant que l'autre c'est l'ennemi, mais l'ennemi c'est pas lui, c'est l'autre. De l'autre côté, t'as un autre style de jeunes de droite, et là je sens que ça va parler à certains. C'est les winners en herbe, qui ont tellement ingéré l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, à la limite, ce qu'ils savent même qu'il y en a eu une un jour, je ne sais pas, qui jouent le jeu à donf. Parce qu'après tout, c'est un peu le seul truc rationnel à faire pour naviguer dans le brouillard d'un avenir incertain. En quelque sorte, c'est l'homo néolibéralis réalisé. Friedrich Hayek serait super fier. Et comme le dit Macron, il rêve d'être millionnaire, en mode Steve Jobs de la vente de chouquettes à Damary les orties, quoi. Bon. Ça, c'est les jeunes qui sont, qui s'autocitent sur LinkedIn. Alors, les plus vieux de ces jeunes-là s'autocitent sur LinkedIn, les plus jeunes rêvent de partir à Dubaï faire de la thune, tu vois, en gros.
Et du Euh, parasitisme, ça s'appelle. ou à New York, ou je ne sais pas où. Voilà. Et en faisant généralement un travail résolument non productif et tourné vers la production d'objets inutiles parasitaires. Voilà. Les plus lucides d'entre eux finiront par faire une crise existentielle à 30 ans et à ouvrir une boulangerie bobo. Mais, C'est ça. Acheter des chèvres. mais c'est les plus lucides et ça reste quand même très Ouais, peu il y en a. voilà. Oui, contrairement à ce que dit Slate, c'est pas un mouvement de fond, quoi. Voilà. Et puis après, là, on rentre dans le dur. On a le jeune du troisième type, qui est plus compliqué. Parce que déjà, il peut être de droite sans même mettre au courant lui-même. C'est plutôt une question d'immersion anthropologique, à base d'individualisme forcené, d'expression de soi indiscutable comme base de la coexistence entre individus, et d'une perception du monde social comme exclusivement affinitaire. En gros, il y a la famille, les potes, et le reste, franchement, bon, voilà quoi. Hein. Est-ce que c'est vraiment si intéressant? On ne sait pas trop. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un point commun entre les trois types. Et c'est l'idée un peu diffuse qui ressort dans des enquêtes qui sont faites auprès des lycéens, notamment, c'est assez intéressant, que la première valeur fondamentale, alors parfois désignée comme du respect dans l'enquête en question sur les lycéens, parfois désignée comme de la tolérance, parfois désignée comme du respect des cultures ou des traditions ou des machins, c'est un peu l'idée centrale que chacun revendique pour lui-même un truc autour de l'idée de venez pas me faire chier avec vos trucs de société là, laissez-moi tranquille. Ce qui n'empêche pas les gens qui demandent ça pour eux d'aller emmerder le monde entier avec leur propre vision du truc. Oui. Et voilà, ça j'ai l'impression que c'est assez transverse à tous les styles de jeunes de droite. Il y a peut-être un truc à creuser sur moi-même, m'emmerdez pas. Et par contre, en fait, moi je vais vous emmerder parce que bon, quand même, Oui. on va pas rester réellement chacun dans son coin Parce que tout le comme monde dit le croit poète, avoir raison. on vit dans une société. Exactement. En gros, c'est du nombrilisme, en fait, ce que tu dis là. En quelque sorte. Ouais. Peut-être. On va en discuter après. Ceci dit, c'est je voulais quand même d'immaturité, finir sur une c'est note un d'immaturité. petit peu plus positive. Oui, merci. Parce que Thierry a ouvert le truc avec un sondage assez terrifiant. Et puis, moi, je suis tombé sur un autre truc. Alors, c'est pas exactement un sondage, c'est une enquête scientifique, voyez-vous, fait par l'INJEP, donc c'est un institut de recherche public en France sur la jeunesse, qui a sorti une étude sur les générations et la politique il n'y a pas très longtemps, là, genre en mars. Et dedans, il y a des trucs super intéressants. Ils ont utilisé des données d'une enquête qui est récurrente sur les valeurs des gens depuis 1990, stratifiées par génération, et sur plein de valeurs économiques, sociales, politiques, etc. Le tableau, il est assez contrasté par rapport à ce qu'a dit Thierry au début, en fait, parce que en particulier, il y a plein de questions sur les valeurs du type est-ce qu'il faut botter le cul les chômeurs, la propriété des entreprises c'est bien, les meufs à la popote, etc. Et ben globalement, les jeunes, et d'ailleurs un peu les moins jeunes aussi, c'est assez rigolo à noter, globalement c'est des idées, les gens qui sont d'accord avec ça sont très minoritaires. Mais genre quand je dis très minoritaire, c'est très minoritaire, c'est-à-dire que le truc sur est-ce qu'il faut durcir les conditions pour les chômeurs, il y a peut-être 20% des gens qui sont d'accord et encore quoi. Ouais. Sur les meufs à la maison, encore on est à 5% chez les jeunes, tu vois, un truc comme ça. Ce qui n'empêche pas pourtant beaucoup d'entre eux de garder ces schémas en pratique. C'est ça aussi qui est toujours la vieille distinction entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et aussi globalement, les jeunes sont beaucoup plus démocrates que les boomers. Qui eux sont très un homme fort qui n'a pas à s'emmerder avec le Parlement, machin. Mais du coup, ces gens-là, ils sont où en fait? Ils sont où? Parce que on n'entend que les droitards les plus teubés. Parle pas, c'est le grand silence, c'est la majorité silencieuse de gauche qui va falloir parler à un moment. Je pense qu'il y a un truc comme ça, tu vois, parce qu'on n'entend que les droitards les plus teubés. Alors les droitards teubés, ils ont deux avantages quand même, hein. C'est que le fait d'être teubé, ça les favorise sur les réseaux sociaux, et accessoirement, ils ont probablement des généreux donateurs qui leur fournissent des moyens. Ah oui. Donc nos jeunes, pas de droite. Déjà, moi je me pose plusieurs questions. Nos jeunes pas de droite, est-ce qu'ils sont eux-mêmes au courant qu'ils sont pas de droite? Première question, est-ce qu'ils sont au courant eux-mêmes? Et en plus de ça, est-ce que dans une offre politique, et là je reviens au sondage de Thierry, est-ce que dans une offre politique qui te laisse le choix entre des fachos et des libéraux fanatisés, au final, ceux qui se retrouvent pas vraiment dans l'un ou l'autre, même s'ils sont pas capables d'y mettre un nom,
Au fond, est-ce qu'ils se contenteraient pas juste de dire c'est pas c'est pas mes affaires, moi je vais faire ma vie, ciao bye bye. Ouais. Bon, sachant que je pense qu'on va pouvoir commencer la discussion, sachant qu'au sein des libéraux les plus fanatisés, alors les finis à la piste libertariens qui rêvent de Ah, je Hayek parle et pas qui de ceux-là. tripotent sur Ayn Rand représentent 0, rien de Non, pour rien. moi les libéraux Voilà. fanatisés, ça commence à la gauche de la Macronie. Ouais. Donc, mais effectivement, il n'y a pas que les jeunes fachos complètement teubés qu'on croise, hein. Il y a aussi la question qui fâche des jeunes gauchistes complètement teubés qui braillent très fort sur les réseaux sociaux. Parce que ça aussi, c'est une question qu'il va falloir apporter en tant que repoussoir absolu. J'en discutais dans ma prochaine chronique. Donc, Ouais. mais effectivement, c'est l'espèce d'individualisme absolument acharné qui a muté au fur et à mesure des générations, qui est maintenant une espèce d'individualisme start-upper absolument insupportable. C'est une espèce les morning routines. Voilà, les miracle morning, je m'occupe de moi d'abord, je fais ma propre révolution intérieure parce que peut-être comme ça, je vais changer le monde. Mais même dans les trucs militants, l'explosion d'un truc sur le premier devoir du militant est de prendre soin de lui-même. Alors, ok, éviter les burn-out de militants, j'entends l'intérêt, tu vois, surtout quand il n'y en a pas beaucoup des militants. Mais à un moment donné, on dépolitise tout en fait. On réduit tout à des cas individuels. Si c'est aux militants de prendre soin de lui-même ou à la limite de prendre soin des militants qu'il aime bien parce que c'est ses amis et pas que des militants, on dépolitise tout. C'est plus à l'organisation d'être correcte et humaine et fonctionnelle. Tu vois, c'est chacun qui se démerde, même dans les organisations soi-disant de gauche. Non, mais on confond tout. C'est-à-dire qu'en fait, là, à ce moment-là, évidemment qu'on ne va pas dire que c'est mal de prendre soin de soi et qu'il faut être dans un espèce de burn-out militant complètement fou. Faites pas comme nous. Et avec une espèce de... Non, mais moi, je sais pas, moi, je prends soin de moi, j'ai pas de problème pour ça. Mais qui sont pas dans une espèce de burn-out complètement fou. Et on s'en fout. Enfin, on s'en foutait avant. Parce qu'il y avait tellement de turnover de militants foufous qui étaient à fond qu'on pouvait se permettre du gaspillage. Là, on peut plus. Là, c'est plus du tout pareil. Clairement. Là, c'est plus du tout la même chose. Donc ceux qui ont encore des convictions et qui veulent rester et qui veulent pas devenir complètement cramés en n'ayant plus rien à faire, et ça, oui, il faut qu'ils prennent soin d'eux physiquement et psychiquement. Nous recommandons d'ailleurs généralement la désinstallation de Twitter pour ce faire. Fin de la parenthèse. Cette saloperie. Mais à un moment donné aussi, c'est que le jeune de droite, c'est cette espèce de montée en puissance d'un hyper-individualisme narcissique je m'en foutiste, et qui pourtant, et ça c'est le paradoxe peut-être le plus intéressant, et peut-être, j'espère, je me raccroche à ça, le plus fécond, c'est qu'à un moment donné, tu poses aux jeunes, aux gens en général, les vraies questions néolibérales qui fâchent, c'est-à-dire, mais vous voulez vraiment privatiser la Sécu ? Mais vous voulez vraiment supprimer l'assurance chômage ? Et tout le monde dira wow, non, non, surtout pas. Ouais. Après, est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça implique de passer au privé ? Ça, j'en suis pas certain non plus. Mais bon, je ne vais pas anticiper sur ma chronique qui parle de dépolitisation. Alors, je pense que grâce au contre-exemple américain, de plus en plus de gens comprennent ce que c'est. Alors ça, quand tu parles de la santé qui passe au privé. Parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que les histoires générales de je suis tombé de l'échelle, je me suis cassé le bras, j'ai vendu ma maison. Parce que c'est ça. Hein. Oui. Mais j'ai fait un crowdfunding. J'ai fait un crowdfunding. Oui, voilà. Et puis j'ai vendu ma maison, etc. Ça, c'est une réalité et ça calme absolument tout le monde. Ouais. Ça, c'est vraiment l'exemple qu'il faut prendre tout de suite. Comprend. Ouais. C'est le truc que tout le monde comprend. C'est à tous ceux qui veulent dire privatiser la Sécu, c'est oui, comme les États-Unis, quoi. Bon, là, le débat est clos. Ouais. Oui, mais après, là, je pense qu'on est aussi plus sur des questions de... pour revenir sur le truc de l'individualisme, en fait, moi, ce qui me marque, alors c'est hyper visible via les réseaux sociaux, et je pense qu'il y a des biais aussi, même dans la forme d'expression qu'impliquent les réseaux, donc à prendre avec des pincettes, mais c'est pas seulement laissez-moi être un individu, tu vois, parce que ça, c'est, à la limite, au fond, c'est bien. Mais
c'est le côté tout ce que je peux rattacher à une individualité est indiscutable. Que ce soit quoi que ça puisse être et quel que soit l'impact de ça sur le reste du monde et sur les autres gens, un peu ce qu'on évoquait déjà avec Sarah la dernière fois en fait. Ouais, j'ai déjà vu. Pardon. Ouais, je finis juste ma truc et puis et donc ça devient indiscutable. Et du coup, il y a cet amalgame énorme entre ce que je pense, ce que je suis, ce que je fais, qui fait que en amalgamant tout, on ne peut plus avoir de débat et donc de positionnement politique en vrai sur ce que les gens pensent ou font. Parce que tout de suite, c'est ramené à des choses sur ce qu'ils sont. Et ça, c'est pas que le côté caricaturé par les gens de droite oui, mais alors si tu critiques un noir, il va dire que t'es raciste. Non, c'est tous les gens en fait, tout le monde. Mais ça ramène On m'a déjà dit explicitement au cours d'une discussion, on ne critique pas un ressenti, purement et simplement. Oui, mais alors c'est quoi la différence entre un ressenti et une opinion du coup ? Bah, l'opinion, elle peut s'établir sur des faits, même s'ils sont discutables. C'est structuré. Pas forcément. Un ressenti, de quoi on parle ? Est-ce que c'est une intuition ? Est-ce que c'est des émotions ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence dans une discussion comme ça. En fait, on peut tout. Enfin, on pourra la carte de on critique pas un ressenti et tu peux la sortir sur n'importe quelle phrase prononcée par n'importe qui en vrai. Mais peut-être le ciel est bleu, tu vois. Mais encore, moi, je trouve qu'il fait plutôt gris aujourd'hui. Il fait plutôt gris aujourd'hui, je trouve. Moi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais alors, c'est soit ton ressenti, soit ce que tu as vu est pris comme un exemple indiscutable. Enfin, ça marche avec tous les gens de droite, pas que les jeunes d'ailleurs. Oui. Dire, mais moi j'ai vu des gens qui sont au RSA, qui en profitent, machin. Donc le type, il en a vu un et il généralise. C'est de la généralisation aussi qui fait... Ouais. Attention, on va se mettre à parler comme des zététiciens avec des histoires de biais cognitifs. Moi, je suis pas pour. Je suis désolé, hein, je m'en vais si on fait ça. Bah ouais, mais les biais cognitifs, il va falloir l'aborder aussi parce que c'est vrai. Voilà. Donc à un moment donné, c'est-à-dire qu'on se construit et encore plus maintenant, quoi. C'est en fait l'idée, c'est que l'individualisme du jeune, c'est mon individualité est incritiquable. Et vous n'avez pas le droit de critiquer mon individualité, quelle qu'elle soit. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je pense, peu importe n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête, vous n'avez pas le droit de me critiquer. C'est-à-dire un truc d'adolescent permanent, quoi. Vous n'avez pas le droit, moi j'ai le droit. Ouais, voilà. Mais un des problèmes étant que l'adolescence dure vachement longtemps quand même maintenant, je trouve. Oui. J'ai l'air d'un vieux con quand je dis ça, mais je le crois vraiment. Donc je suis peut-être vraiment un vieux con, je sais pas. Bah Philippe Solers, il est adolescent à 80 ans. Hein. C'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Après, ça, c'est les générations des mecs qui ont fait mai 68 en tournant à droite et qui ont tout. Pierre-Jean Chalençon. Enfin lui c'est même pas adolescent, c'est enfant de 8 ans et demi en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est encore un autre truc. C'est encore un autre délire. Hein, et qui a du fric et qui sait pas quoi en faire. Même pas, c'est même pas le sien le fric. C'est même pas le sien. Non. Bah c'est un truc. Bah il a hérité, non celui-là encore. Non, que dalle. Enfin pas grand chose. Il s'est endetté comme un gros porc surtout. Évidemment. D'accord. Donc bon, de toute façon, on va pas en finir avec l'individualisme du jeune de droite et avec l'individualisme en tant que fléau général, vis-à-vis duquel en fait c'est très difficile d'avoir des solutions parce que on peut pas demander non plus aux gens de se sacrifier pour le parti comme on pouvait le faire dans les aubes dorées des années 30, 40, 50 jusqu'aux 60. C'est pas possible. Bon, d'un autre côté, l'espèce d'individualisme jouisseur consumériste qui traverse toutes les couches de la population, qui traverse tous les âges d'ailleurs, et qui impacte, mais alors très fortement, tout ce qui est considéré comme jeune. On va commencer par les 18-34. Ça, c'est une rare violence quand même. C'est très, très, très violent. Moi j'ai l'impression quand même. Problème. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que. Enfin, au-delà du fait que les gens soient individualistes, il y a un refus d'horizon collectif en fait pour beaucoup. En tout cas pour ceux qu'on entend beaucoup. À l'exception, je trouve, et c'est là que je trouve ça. Moi ça me fait tiquer.
aujourd'hui, les seuls courants politiques vraiment audibles qui proposent un genre d'horizon collectif, alors qui est clairement de merde, c'est globalement les variantes d'extrême droite. Avec le modèle culturel que tu choisis de ton choix plaqué dessus, hein, que ce soit les petits blancs ou que ce soit les islamistes, mais c'est les modèles d'extrême droite. Ils te fournissent un horizon collectif. Ouais. Et c'est les seuls en fait à le faire de façon audible, parce que même à gauche, pardon, mais depuis quand on fait plus ça en fait. On fournit plus un horizon collectif à gauche. On fournit vaguement des revendications un peu défensives parce qu'on en a marre de se faire maraver, mais rien qui donne envie d'aller de l'avant. Et en plus, beaucoup de revendications. Maintenant, les rares mouvements qui prennent à gauche sont des mouvements pour les libertés individuelles et les droits individuels qui sont nécessaires, mais qui, à mon avis, ne sont pas suffisants. Mais pas suffisants. C'est à l'horizon à un moment donné. Vas-y. Par rapport à l'histoire du sacrifice pour le parti, machin et tout, il y a peut-être une différence, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait jouer. Il y a quand même une différence entre se préserver et se regarder le nombril. Ouais, c'est oui, deux choses oui, c'est pas faux. On peut même tenter une acrobatie conceptuelle et passer du refrain à l'ancienne, sacrifie-toi pour le parti, à on n'est pas nombreux, préserve-toi pour le parti. Ouais. Bah, c'est vrai que Ouais, c'est intéressant. quand j'ai commencé le militantisme, on me disait oui, bon, bah nul n'est irremplaçable. Bah, je sais pas trop en fait maintenant. Ah ouais, ça calme par contre. Hein. Nul n'est irremplaçable, comme ça, tu es. Ça fait vraiment tu es un rouage. Tu es un rouage, camarade. Tu es anonyme. C'est ça. C'est la colonne de fer. Voilà, non, mais après, moi je suis pas trop d'accord parce que effectivement, comme on disait, maintenant le militant ou même le politisé est tellement rare qu'il en devient précieux, quoi, en fait. Une ressource humaine. Voilà. Non, je n'utiliserai pas de gros mots quand même. Non, nous ne sommes pas vulgaires. Nous ne sommes pas à ce stade de vulgarité. Ouais. Pas encore. Mais bon, ça ne nous dit toujours pas pourquoi ils sont de droite, les autres cons, là. On va s'intéresser plus avant à une spécificité, à une nuance du jeune de droite, qui est la nuance du jeune faf de droite, parce que ça, il y en a vraiment beaucoup, il y en a vraiment partout, et c'est un vrai problème qu'il faut analyser. J'ai cru que tu allais dire anéantir, mais ok. Aussi, non, mais il faut l'analyser pour l'anéantir. C'est-à-dire que l'ennemi politique, avant de l'anéantir, il faut l'analyser, il faut le comprendre, il faut le disséquer, et puis après, on se donne les moyens d'une stratégie pour l'anéantir. Parce que, alors oui, amis de gauche qui nous écoutent, dire non au racisme, le FN ne passera pas, ne suffit plus. D'accord ? C'est bien, t'as bien intégré le truc là. On a fait un épisode là-dessus, si vous voulez. En savoir plus. Voilà. Parce qu'il y a un domaine dans lequel on ne se pose pas la question de quelle droite, c'est les jeunes de droite sur YouTube. YouTube, il n'y a pas de jeunes de droite gentils, normal, bien peignés, qui détestent les pauvres et qui trouvent que quand même les étrangers sentent bizarre. Ça, ce genre de spécimen bien élevé, il y en a pas. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé. Ou en tout cas, les algorithmes ne les détectent pas. En revanche, sur YouTube, il y a des jeunes faf, et il y en a même beaucoup. À croire qu'ils sont tous là-dedans, et de fait, ils sont tous là-dedans. Le jeune faf de droite sur YouTube se reconnaît assez facilement, puisque, à part la muscu, pleurer contre les féministes, faire des blagues antisémites et être con comme un bulot en politique, c'est-à-dire libertarien, il n'a rien à dire. Parce qu'à part ça, ils n'ont rien à dire. Ils disent rien. À part ça... La muscu, pleurer contre les féministes, des blagues antisémites et racistes et être libertarien, c'est-à-dire finir la pisse, ils n'ont rien à dire. Mais rien. Le fond politique est néant. Ouais. Nul. Walou. Mais ils le disent en boucle. Tout le temps. Sur les mêmes sujets. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'idées différentes pour approcher les gens. Hein. Après, ils attirent un public à leur image aussi. Oui, qui se ressemblent, s'assemblent. Mais alors, et ils s'invitent. Alors, le truc, c'est qu'on non seulement ils le répètent, mais après, ils font des rencontres, ils s'invitent entre jeunes potes faf dans des vidéos étourdissantes de consanguinité. Et t'as beau être blindé par beaucoup trop de temps sur Internet, voir 4 débiles bouffer du saucisson en parlant développé, couché, grand remplacement, ça attaque un peu les neurones. Et beaucoup tes derniers espoirs en l'humanité. Mais le fait est là, ça fonctionne très bien, parce qu'on parle de centaines de milliers de vues pour des contenus entre le minimum consternant et le flippant, parce que bon, tu vois bien que derrière les blagues, ça se tripote sur la guerre civile raciale en s'astiquant la veine de long rifle. Pourquoi ça fonctionne ces conneries ? Parce qu'ils sont marrants.
Et ouais, avoir mauvais esprit sera toujours plus rigolo que faire la morale aux gens. Retiens ça, gens de gauche, je le répète lentement. Avoir mauvais esprit sera toujours plus rigolo que faire la morale aux gens. Ouais, mais du coup, comment on fait quand on n'a pas de Patreon pour payer les Euh, avocats? Ben on se démerde, va falloir trouver des solutions. Et toujours amis de gauche, tes On est tentatives un de peu même prudent et pourries. voilà quoi. On est un peu prudent, ouais, faut faire gaffe. De toute façon, maintenant, faut faire toujours gaffe. Et oui, amis de gauche, tes tentatives de même pourries avec ton humour inclusif, c'est gênant. Parce que je parle de ça parce que j'ai trouvé l'autre jour une page Facebook de tentatives d'humour woke. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'était tellement nul. C'est tellement nul à chier, quoi. C'est oh là 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 là. Bon, là, on ne citera pas, on leur fera pas de pub parce qu'ils méritent pas, mais comment dire, c'est même pas non drôle, c'est anti-drôle. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne comprennent pas le concept d'humour et essaient quand même d'en faire. Pourtant, il y a peut-être quelques principes de base d'humour de gauche qui peuvent être Aïe, aïe, faciles à aïe. appliquer. On est d'accord? Oui, mais là, c'est pas le cas. Oui, certes. Là, c'était Charlie Hebdo, c'est trop raciste, lololol. C'est vraiment ça. Ah. Oh. Non, mais vraiment, je vous partagerai en privé Ça, le lien. c'est une affirmation, c'est pas une blague. Non, c'est une opinion. Voilà, pour le Oui, coup, non, c'est une mais opinion. une affirmation d'opinion. Enfin, c'est pas une blague, quoi. Donc, juste c'est un truc. left quand même, mais quand left quand même, c'est vraiment pas. Mais oh là là, oh mon Dieu, c'est embarrassant. Dans un autre registre, pour montrer que quand même la non-drôlitude n'est pas réservée au woke, si vous regardez les tentatives de mèmes de Réseau Salariat, c'est bien consternant aussi. Hein. Oh mon Dieu. Dans un autre genre beaucoup plus style. Mais bien nul. Bien nul. Ah oui, Ouais. oui. Bien Ouais, C'est, nul. ouais, parce qu'à un moment donné, le mauvais esprit, c'est drôle. La morale, c'est chiant. Ouais, Ça me semble pas complètement, enfin, impossible de créer du mauvais esprit de gauche. Il y a peut-être un principe de base, c'est que souvent le mauvais esprit drôle, c'est au détriment de quelqu'un. Donc nous, on est de gauche, on est gentil. Mais du coup, il faut juste cibler les gens Oui. qu'on cible. Enfin, quand t'es de droite, tu te moques des plus petits, nous, on se moque des plus gros. Et puis voilà. Non, mais pour reprendre l'exemple d'un mec comme Pierre-Jean Chalençon, qui est, une espèce je pense qu'on en a parlé, une espèce de caricature, mais c'est impossible de ne pas avoir mauvais esprit vis-à-vis de quelqu'un Mais comme moi, lui. j'ai déjà des idées de même avec ce Impossible. type dans tous les sens. Mais surtout quand les Mais quelques même images... Polnareff lui-même s'est foutu de sa gueule sur leur ressemblance. Bah oui. Non mais ce type c'est une mine, hein, c'est clair. Et hein. même les mecs, c'est-à-dire on parle de lui, tu prends lui, tu tires le fil à des gens qui sont invités dans ces dîners là à 400 là. boules avec Oh, leur les gueule de photos. fin, avec leur gueule de fin de Ceci dit, race. si, un vrai humour de gauche qu'il y a eu à cause de cette histoire, c'est quand même tous les gens qui se sont foutus de la gueule de la bouffe de ces dîners. Ah oui. Ah oui. Ça, Faut dire, en vrai, c'était c'était de tellement l'humour de ignoble. gauche. Ah ouais, mais Tous les trucs autour de la bouffe à 400 balles Oh, horrible putain. en mode gnocchi trop cuit. Là. Alors, moi je suis encore Ça, traumatisé. ce serait de l'humour de gauche de jouer Je sur suis ça. encore traumatisé par l'asperge dans la pince de homard. Ah oui, c'était une de rugis à la Griveaux, tu connais? Ouais. Et tous les jours en bouffe, je fais mieux que ça. Tous les jours. Ah bah oui, Ah bah, tout c'est le pas monde. dur. Hein. Et je J'ouvre une boîte de conserve- raviolis, tu fais Ah, mieux c'est que ça. dingue. En fait, Donc voilà, ils se croient raffinés les riches, juste en foutant du homard et de la truffe. Ils disent, oh putain, c'est Non raffiné. mais les riches, quoi. non mais un truc c'est que les riches sont cons. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut Ah s'enlever. oui. Il y a une poignée de riches qui sont très intelligents et c'est ceux qui sont ceux les plus qui- riches. Et c'est ceux qui arrivent à accumuler du pouvoir et Et il y a politique ou de l'argent. et il y a les héritiers. Ah Parce ouais, que bien sûr. toutes les tronches de fin de race qu'on voit dans ce genre de dîner, je vous parie, C'est Mon la seconde slip, zone, hein. C'est la seconde c'est division. les hein. héritiers. Parenthèse dans la parenthèse, mais le fonctionnement, l'endogamie riche, c'est toujours la même chose. Au départ, il y en a un qui était un peu innovant, qui a fabriqué des trucs, qui a un peu Prends la mouillé famille Dassault, chisse. c'est un super exemple de ça. La famille Dassault, ou les familles... Papy fait des avions, Behring, vachement Barlet. bien. C'est le mec sont toujours des profiteurs de guerre parce qu'à un moment donné ils vendent des avions pour faire la guerre. Mais il y a au moins une personne dans ces familles-là au départ, le premier. Pour les grandes banques, c'est pareil, qui a inventé quelque chose, qui a bossé, qui a créé des trucs, etc. Et après, les autres ont hérité. Alors, et les autres qui ont hérité,
comme en plus ils se structurent dans une existence où il n'y a jamais d'adversité, où tout a toujours été facile pour eux et ils ont, en gros, les enfants Trump. Les enfants Trump, qui sont tous débiles. Mais même Trump lui-même, en vrai, hein, parce que Trump est lui-même un héritier, en fait. Oui, c'est vrai, il y a son père. Oui. C'est son père qui a inventé les trucs, qui a mouillé le maillot et qui a financé des mafieux. Aussi, voilà, pour commencer. Mais et au moment, toute la lignée se dégénère. Parce que ils branlent rien. Ces gens qui ne travaillent pas, enfin, ils sont dans des trucs... ils font de la gestion de patrimoine ou de l'événementiel, c'est du parasitisme, quoi. Bah, ils vont à des dîners. Ils vont à des dîners. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un potentiel de rigolade et de foutage de gueule de ces gens qui est à mon avis beaucoup plus intéressant et beaucoup plus à approfondir et surtout avec beaucoup plus de potentiel de fun que dire Charlie Hebdo c'est raciste, oh là là. Ça c'est oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Déjà politiquement c'est faux et en plus en termes de tentative d'humour mémétique c'est nul. Oui, alors je pense que Charlie Hebdo, ce sera un long débat, mais c'est de plus en plus vrai. Mais c'est un processus. Ouais, mais ça, c'est pas une blague de toute façon, en fait. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Oui, mais puis c'est pas une blague. C'est un sujet de discussion. C'est même pas une blague. Bah oui. Ouais. Donc pourquoi ça fonctionne? Revenons au sujet de départ. Là. Pourquoi ça fonctionne, le jeune fave de droite qui raconte de la merde en fumant des cigares? Enfin bon, ça fonctionne parce que c'est l'importation des culture wars américaines. Et si vous n'êtes pas familier de ça, ça consiste à se créer un ennemi en caricaturant les gauchistes les plus caricaturaux et on n'aura aucun mal à les ridiculiser, en condamnant le progressisme, en montrant « Oh, regardez, ça c'est ça la gauche, ah, vaut mieux être de droite !» La question étant non pas comment contrer ça, parce qu'on n'a pas de temps à perdre à démonter un truc aussi idiot que le grand remplacement. On n'a pas de temps pour ces conneries. Le grand remplacement, c'est idiot, point, final. Mais comment faire en sorte que le lifestyle gaucho sente un peu moins la clope roulée froide? Et oui. Parce qu'on en est là. Moi, j'ai une suggestion, mais ça va pas faire plaisir. Je finis parce que je viens de penser à un truc en complément de ma chronique. C'est que, donc, on va sur les vidéos de jeunes gros confaves de droite. Et qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils font des choses. Voilà. Ils font des choses. C'est-à-dire que, parfois, tu les vois parler face caméra pour dénoncer les féminazis, etc. Mais, bon, là, l'autre jour, j'étais sur la vidéo c'est des nouvelles sensations du moment, une espèce de gros con à cigare qui veut s'exiler au Texas. Parce que la France est un pays communiste. Bref. Ah oui, on l'avait pas remarqué. Oui, c'est moi j'apprends. Plus communiste que le Texas, je veux bien le croire, si tu veux. Oui, bon, ça c'est pas compliqué en même temps. En fait, on est un pays déjà, tu vois. Donc déjà forcément un peu plus communiste que le Texas. Parenthèse, toujours le truc de l'exilé qui veut aller au Texas, mais qui va garder sa carte vitale dans un coin parce qu'au moindre bobo, t'inquiète pas, qu'il va revenir très vite. Bien entendu. Comme tous. Entendu. Comme tous les connards qui ont sur nos trucs. Un bon exemple de ça, c'est les footballeurs qui vont se faire payer des millions dans des clubs étrangers et dès qu'ils ont une blessure grave, ils reviennent se faire soigner en France. C'est un peu le même délire. Et oui, grâce à la glorieuse sécurité sociale. C'est pas un peu le même délire, c'est le même délire. Oui. Mais ils font des trucs. C'est-à-dire que le mec est en train... Alors, il invite un autre pote gros con pour donner des coups de poing sur des pastèques. Il fait du tir dans un club de tir. Il invite des potes pour bouffer du saucisson. Il fait du développé couché. Mais ils font des trucs. C'est Martin Facho à la plage, Martin Facho au stand, Martin Facho à la salle. Et en faisant des trucs, ils créent une atmosphère de lifestyle qui objectivement est un truc, faire du développé couché, j'en fais, fumer le cigare, je le fais pas, faire du tir, je me dis, ah ouais, pourquoi pas, ça pourrait être rigolo, etc. Et c'est tout ce genre de truc de, ah ouais, pourquoi pas, ça pourrait être rigolo, ah ouais, ça a l'air d'être cool de faire ça. Ah, et puis, il est cool de faire ça, il est pas face caméra en train de faire, le capitalisme et l'oppression, non, parce que ça, c'est, voilà. Oui. C'est pour ça que ça fonctionne. Je peux aller dans ton sens, Thierry, en prenant un exemple de gauche. Bah ouais. Mais il est vieux. À l'époque où tout le monde était de gauche, il y avait des trucs de gauche. Ça s'appelait des clubs de foot, ça s'appelait des associations sportives, ça s'appelait des associations culturelles, ça s'appelait des trucs de quartier, ça s'appelait des fêtes de village, ça s'appelait... Alors, c'était dans un autre contexte, évidemment, mais la gauche a fait du lifestyle, mais pendant
je sais pas, 80 ans, tu vois. Ouais. Et ça marchait, en fait. La FSGT, ça marchait bien en son temps. Bah, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, la FSGT, c'est la Fédération sportive du travail, qui a eu plein de clubs de sport, qui fait des championnats. Les clubs Léo Lagrange aussi. Et en fait, pardon, mais la plupart des salles de sport de ce putain de pays viennent de ça. Le fait qu'il y ait un club de foot dans chaque bled, enfin 2 techniquement, vient de ça, parce qu'il y a celui du patron et celui de l'association des rouges en face, ou celui du curé et celui des rouges. Mais enfin bon, c'est vieux, mais il y avait, c'était un truc qui était connu, conçu, pensé, voulu, organisé par les mouvements de gauche, de faire du lifestyle. Parce que tout le monde savait que c'était comme ça que tu attirais les gens et que tu démontrais aussi comment ça pouvait être bien de vivre dans la société que tu voulais promouvoir. Et c'est vieux comme la politique, en fait, ça. Sauf qu'on l'a oublié parce qu'on fait plus de politique, on fait la morale. Et puis que je pense qu'à gauche, on est beaucoup à être pas forcément très à l'aise à aller voir des gens en vrai aussi. Ça, c'est un autre problème. Mais on en a déjà... Oui, on a déjà parlé de ça. Tout muté, voilà. Oui, mais ça, tout est lié, mon capitaine. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire la morale à des gens que tu fréquentes pas. Ah bah oui. Parce que faire la morale aux gens sur les réseaux sociaux et se répéter les mêmes choses en boucle dans ces micro-cénacles militants, et je mets d'énormes parenthèses à militants parce que c'est le militantisme du réseau social. Le wokisme, tu supprimes Twitter, il disparaît du jour au lendemain, quoi. Donc c'est tellement plus facile, c'est qu'à un moment donné, le problème, c'est que nous, je nous inclus dans le truc. C'est pas la peine de dire eux c'est des méchants et nous on a raison. Non, nous, non, en général, on fait partie du. On fait partie du problème. Ouais. Oui. On fait partie du problème, voilà. Regardez, là, on vous fait la morale dans un podcast. C'est ça. Et on fait rien en même temps. Tranquillement chez nous, tu vois. Ouais, c'est ça, au chaud. Mais nous, on a raison. Oui, c'est l'énorme différence, d'accord? Alors que les autres, ils comprennent moins de trucs que nous. Donc nous, on est mieux. Fin de la parenthèse. Il faut le reconnaître. Mais je sais que c'est vrai. Je le pense en plus. C'est même pas une blague. Qu'est-ce que tu crois, toi? Donc c'est qu'à un moment donné, c'est simplement avoir... parce que, c'est dérangeant. Parce que, voilà, c'est... les gens sont toujours plus compliqués que ce que tu penses quand tu les connais pas. Comment tu réagis? Comment tu réagis en vrai quand tu es confronté d'un coup, d'un seul, tu es en train de discuter avec quelqu'un que tu trouves sympa à la salle de sport, et il te sort un espèce de truc énorme de poujadisme complètement débile, mais qui est un truc qui traverse toute la population en général. Parce que ce qui traverse la population en général, c'est pas le racisme, contrairement à ce que certains disent, c'est le poujadisme. Oui, il y a trop d'impôts. Voilà. Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils ont des vacances tout le temps. Voilà, c'est ça. Il y a plus de risques de tomber sur ce genre de truc que tomber sur la grosse sortie raciste du style les Noirs sentent mauvais. Bon, ceci dit, des fois ça va de pair. Mais... Ah, il y a des combos, c'est de droite. Oui. Il y a des combos, ça c'est de droite. Oui. Après, le côté. Alors, peut-être, je sais pas si c'est maintenant sur le mode les Noirs sentent mauvais, mais le combo sur les arabo-musulmans, il vient très vite quand même ces derniers temps. Oui. Certes. Et donc c'est ça aussi, c'est toute cette question de si le jeune youtubeur Faf arrive à créer de la communauté et arrive à faire en sorte que même les gens qui ne l'aiment pas le regardent et en le déconstruisant reconnaissent quand même qu'il y a cette espèce de travail de conviction et de normalisation en disant oui je suis Faf. Les mecs disent carrément ils sont fascistes, ils sont racistes. On en a même plus au stade où c'est non, attendez, non, ils le disent, ils sont pour. Je suis juste conservateur. Non, les mecs assument. Non, ça c'était il y a 10 ans, c'est fini ça. Les mecs disent ouvertement qu'ils sont fascistes, nationaux-socialistes, racistes. Et en même temps, d'un truc un petit peu décontracté, un peu pépère. Non, mais Sardoche, quoi, l'espèce de demi-portion libertaro-facho. Non, mais lui, il est débile par contre. Ouais, mais n'empêche qu'il en a des followers, tu vois. Non, mais lui, je veux dire, il est gravement débile. Enfin, je veux dire, je reconnais à certains youtubeurs Faf de droite la capacité à connecter 3 neurones entre eux. Je ne reconnais pas cette capacité à Sardoche. Oh putain, faudra qu'on fasse des réactions vidéo
Parce que lui, il est complètement teubé. C'est-à-dire que je pense que Norman Thévaux à côté est une sorte de Thomas Pesquet de la vidéosphère, tu vois. En même temps, Norman est devenu millionnaire sur YouTube, donc oui, techniquement, oui. Oui, je pense que c'est un petit... On va dire que c'est un petit filou, Norman. On va dire ça. Oui, hein, il s'est proposé ce qui intéresse. Et puis il sait faire de l'évasion fiscale aussi. Oui, aussi. On parlait Bon, là, on divague quand même, parce que même parmi les youtubeurs, on parle de vieux, tu vois. Mais le lifestyle, pardon. Les gilets jaunes l'ont fait finalement sur les ronds-points, avec les cabanes, les barbecues, on se réunit, on écoute de la musique, on boit un coup. Oui. Ils ont fait de la politique. Voilà. Ils ont compris l'intérêt de sortir très vite d'Internet, parce que ça a commencé sur Internet quand même. Ouais. Et c'est clair. Donc, à méditer, comme on dit. Mais ça, après, est-ce qu'il n'y a pas une question de répartition géographique aussi? C'est-à-dire que est-ce qu'on a encore on a encore des militants en dehors des grandes villes, mais ils ont un certain profil dont Philippe parlera tout à l'heure. Et du coup, c'est con, mais pour sortir d'Internet ou pour faire des trucs avec les gens, faut habiter avec eux. Et là, on a aussi un autre sujet. Oui, c'est parce que, oui, effectivement, quand j'ai vu le sondage, je le reconnais, ça m'a rendu extrêmement perplexe de voir des jeunes déclarer vouloir voter Macron. Parce que bon, je sais pas, quand t'es jeune, ça me semble à peu près aussi punk de voter Macron que d'écouter du Michel Sardou avec Philippe de Villiers en buvant un Perrier. Mais bon, faut dire que la période est pas spécialement propice à la grande déconnade, mais je vais En pas... même temps, il y a plein de jeunes qui aiment bien les lacs du Connemara, donc à partir de là... oui, oui. Mais c'est pas très punk, quoi. Mais bon. Non. Ah bon, mais bon, oui, donc l'époque est pas géniale, mais je vais pas spoiler la chronique de Florent. Alors, bon, effectivement, il y a de l'adhésion à différentes valeurs, on en a parlé. L'idéologie, parce que Macron, il fait de l'idéologie, hein, c'est l'idéologie de vieux con libéral moisi, bon, alors qu'il est jeune, soi-disant, bon, il est déjà vieux, lui, hein. Mais plus que de l'adhésion, ça me semble être un marqueur de dépolitisation massive. Alors la dépolitisation, elle est en partie organisée par ceux d'en face, donc bon, on connaît hein, les médias, le consumérisme, etc., etc. Mais elle est également conjoncturelle. Alors, déjà, on va commencer par pourquoi c'est bien d'être politisé à gauche quand on n'a que son travail ou sa retraite pour bouffer. Bon, c'est-à-dire, en gros, 80% de la population. Donc, ou qu'on est étudiant et qu'on aurait peut-être besoin d'une petite alloc pour pas crever de faim dans ta chambre de 9 mètres carrés en pleine pandémie. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas d'action cotée en bourse ou des apparts loués sur Paris, ce genre de choses. Bon, pourquoi c'est bien d'être politisé à gauche? Parce que déjà, ça te permet de prendre conscience de ta classe sociale et du rôle singulier qu'elle occupe. Donc c'est une classe qui est largement dominée, mais que, bon, si elle n'existait pas, il n'y aurait pas de société, quoi. Elle a un rôle moteur dans la société, dans l'histoire. Donc ça, c'est un fait, ça se discute pas, c'est comme la gravité terrestre. Tu es utile, le jeune. Voilà. Mais tu ne le sais pas. Tout à fait. Mais il faudra qu'il le sache un jour. De deux, quand tu es politisé, tu tombes pas dans les pièges débilisants qui nous sont tendus en permanence. Du style, bon, ça commence à dater un peu, mais travailler plus pour gagner plus. Alors ça, si c'était pas un piège débilisant, je sais pas ce que c'est. Bon, le truc qui revient plus souvent, on va supprimer les cotisations sociales. Donc ça, sous-entendu, t'as un cancer, t'es pauvre, tu meurs, quoi, en fait. Les stages qui donnent de l'emploi, non, c'est du travail dissimulé en fait. Plus de liberté pour les petits entrepreneurs valeureux. Alors, le truc que j'adore aussi, c'est mutualiser les moyens. Ça, c'est génial. Mutualiser les moyens, ça veut dire qu'on va en enlever en fait. Ce genre de piège rhétorique là, normalement, quand tu l'entends et que t'es politisé, ça fait directement tilt. Mais quand t'es pas politisé, tu dis ouais, pourquoi pas en fait. Et du coup, être politisé, ça permet aussi de proposer des alternatives à ce monde de merde, de rêver un peu, quoi, bordel. Alors pourquoi c'est devenu si compliqué d'être politisé, spécialement à gauche? Parce que bon, à droite, on l'a vu, c'est un peu tendance. Ouais, pour eux, ça va. Bon, on va un peu faire les chemins rabattus. Là, il y a eu la chute du mur en 89, donc le bloc de l'Est s'effondre, donc il y a plus de 2 modèles, ou 3 si on considère que le mouvement du tiers-monde, c'était un vrai modèle. Mais un seul, les États-Unis, du chewing-gum triomphant, de la globalisation marchande décomplexée. Donc c'est ce que certains ont appelé la fin de l'histoire. Donc dans le sillage, les organes de masse qui avaient quand même un rôle de formation militante, donc CGT, PCF. Bon, la LCR aussi, alors, je sais pas si vraiment sa chute est liée à la chute du mur, mais ça serait un peu ironique. Mais bon, bref, tous ces organes se cassent un peu la gueule.
Bien aidés dans leur chute, oui, mais Bref. oui. Bien aidés dans leur chute aussi parce que le monde du travail a changé. T'as des petites boîtes de 2, 3, 4 salariés. Les grosses boîtes ont été délocalisées dans des pays pauvres, donc du coup, faire du syndicalisme dans une petite entreprise ou quand tu as des types au chômage, c'est un peu plus compliqué qu'avec des usines de 1000 gugus, quoi. Donc du coup, les orgas ont plus trop de prise sur le monde réel et puis ne jouent plus ce rôle de formateur, en fait. Et puis Gwen en a déjà parlé, mais c'est quand la dernière victoire, la dernière conquête majeure sociale? Donc moi je dirais les 35 heures, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Et encore avec des réserves, tu vois. J'en reparlerai un peu après. Ouais. Tant et si bien que quand t'es jeune, donc on va dire avec une définition large, t'as jamais connu un progrès ou une victoire sur les boomers, quoi, en fait. Pourquoi Les tu gens devrais... ont 25 ans aujourd'hui, qui Ouais. auront 25 ans cette année ou l'année prochaine, techniquement, ils sont nés quand Jospin est arrivé au gouvernement. Ouais. Et puis en fait voilà, j'ai rien d'autre à dire. Oui. D'accord. Donc pourquoi tu devrais croire à quelque chose que t'as jamais vu? Enfin, ça devient presque religieux d'être de gauche, quoi. Donc c'est vrai que voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis enfin, disons les choses clairement, on en a parlé aussi, parce qu'on aime bien leur taper dessus, mais quand tu décides de franchir le seuil de l'engagement, le gauchisme militant dans toute sa déclinaison, il fait plus trop envie, quoi. Donc t'as plusieurs catégories, donc soit tu tombes sur le type aux cheveux bleus qui prend des substances illicites et qui te propose de changer le monde en faisant des squats autogérés partout. Oui. Donc là, oui, bon, mais oui. Là, voilà, hein. Quand tu essayes de creuser un peu dans les idées, tu tombes sur un vidéaste célèbre qui est connu notamment pour ses excès alcooliques sur Twitch. Et qui, je veux dire, en temps normal, il fait dans le conformisme intellectuel de centre-ville. Enfin, c'est pas très révolutionnaire ce qu'il raconte, quoi, on va dire. C'était tellement embarrassant d'écouter ça. Oh mon Dieu. Oui, mais c'était drôle, hein, faut reconnaître quand même. Oui, c'était drôle, mais c'est dans le drôle et le cringe en même temps. Tu ris en faisant horrible. Ouais, Lui, il faisait de oui. l'humour de droite, typiquement, en étant bourré. Ouais. Ouais. Puis après, dernière catégorie, t'as le club du troisième âge, quoi. Donc en général, ils sont fonctionnaires retraités, ils s'habillent en quechua, ils font des visuels fluo sur Facebook et ils ne jaugent de la bataille des idées que par le nombre de tracts qu'ils ont boités ou distribués. Et toi aussi, tu vois les militants de lutte ouvrière tous les jeudis qui vont au supermarché? Il n'y a pas que, mais... Et le truc le plus rédhibitoire, à mon avis, pour le jeune, c'est qu'ils te font la leçon en permanence de ce qu'il faut penser, comment tu dois militer, etc. Donc ça, c'est repoussoir au possible, quoi. C'est clair. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, vu que le PCF et le PS se sont cassés la gueule, il n'y a même plus la possibilité de faire une carrière de bureaucrate sans avoir jamais bossé de sa vie. Donc oui, Olivier Faure, je parle de toi, mais t'es pas le seul, hein, loin de là. T'en as plein là qui ont 40 ans aujourd'hui, ils n'ont jamais bossé de leur vie dans les orgas politiques. Mais ça, 30 tu 000 peux même plus le faire. collaborateurs PS au chômage quand ils se sont pris la raclée après l'élection de Macron. Voilà, donc ça, tu peux même plus avoir une place. Donc vraiment, la gauche, c'est repoussoir au possible, soit quand t'es sincère, soit quand t'es cynique, quoi, en fait. Et du coup, là, en tant que jeune, forcément, t'es un peu désemparé. Du coup, tu préfères croire les beaux gosses musclés avec la barbe bien taillée sur YouTube qui t'expliquent comment... Alors, j'ai entendu ça l'autre jour, j'étais... Waouh! Investir dans toi-même, être auto-entrepreneur de toi-même. Donc, c'est tous les trucs de développement personnel, oui. Et puis, c'est vrai, quoi, quand on veut, on peut, c'est vachement plus sexy que de faire des trucs en collectif où tu vas devoir freiner ton individualisme. On en a déjà parlé. Faut bien le reconnaître, hein. Alors, pour conclure, je dirais que maintenant, je t'ai trouvé tout plein d'excuses, le jeune, comme quoi finalement je suis un type sympa. Faudrait quand même que tu te sortes les doigts, parce qu'avec Macron, encore une fois, ou pire, sa challengeuse, tu vas de nouveau bien te douiller, et nous aussi. Donc on se bouge un peu, le fion, et on arrête d'être de droite, quoi. Oui, arrêtez d'être de droite, c'est très déplaisant. Il y a un truc... Arrêtez. Il y a un truc sur le collectif là, que tu disais à la fin, ça m'a fait penser à peut-être une piste. Ouais. Mais bon, on revient au début de l'émission, je suis désolé. Mais est-ce que sur le truc sur l'individualisme et le collectif et tout, il n'y a pas un truc aussi on a beaucoup parlé de comment les individus se voient eux-mêmes, mais
est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le truc où le collectif est aujourd'hui du coup perçu uniquement comme une contrainte et plus du tout comme un potentiel? Bah, Très probablement. Oui. Bah oui. Voilà. Bah, C'est l'idée qu'à plusieurs personnes on fait plus de trucs. Elle n'est pas très portée, quoi. Quel que soit le domaine d'ailleurs, même le trip de l'entrepreneur. À la limite, le seul truc, même la façon dont c'est valorisé, je sais pas, dans le foot par exemple, avec les individualités face aux équipes, le trip de l'entrepreneur glorieux tout seul dans sa start-up. Alors, en fait, t'es jamais tout seul, même quand tu fais une start-up, t'as toujours des gens qui bossent avec toi, tu vois. Et d'ailleurs, souvent, les vraies start-up, les mecs se mettent à plusieurs pour lancer le truc. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc-là de négation totale, alors qui est alimenté par justement le bain idéologique ambiant, du fait que en fait tout seul en renversant un peu le truc de tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin, en renversant ça, quoi. Faudrait que le collectif soit perçu comme autre chose qu'un truc relou et contraignant. Aliénant. C'est quand même marrant que c'est vu comme un truc aliénant. C'est-à-dire alors que bosser tout seul, il n'y a rien de plus aliénant que bosser pour soi-même, quoi. Enfin, je veux dire, tu comptes pas tes heures. Oui, mais c'est toi qui as choisi. Alors qu'on sait que nous, c'est faux parce qu'on sait que la liberté n'existe pas. Mais. Bon, c'est quelque chose d'un peu trop compliqué. Avant, l'engagement était une promesse de travailler pour des lendemains qui chantent et au sein d'une atmosphère de camaraderie. Pas d'amitié, pas d'affinité, pas... après, tu te fais des potes, quand tu milites. Oui, et ça fait d'une partie atmosphère du truc. de camaraderie, c'est-à-dire que, et là on va un petit peu au-delà des espaces affinitaires réclamés par les teubés du comité invisible par exemple, qui réclament des espaces affinitaires. Non, les espaces affinitaires, c'est-à-dire je suis entre ma bande de potes et je m'engueule avec ma bande de potes parce que je vois personne d'autre. La camaraderie, c'est que tu soutiens même les gens avec qui humainement tu t'entends pas. C'est-à-dire celui ou elle, je l'aime pas, c'est il me sort par les nez, et puis de toute façon il est con, et puis je l'aime pas, et puis mais dès il fait partie du groupe, et donc il fait partie du groupe, donc on dépasse ces petites histoires d'affect pour politiquement se dire ok, on est dans le même bateau, je te soutiens camarade, tu peux compter sur moi. Je te déteste, hein. Mais tu peux, et je vais ça marche. Je vais aller plus loin. C'est la définition du mot fraternité dans la devise liberté, égalité, fraternité. En fait. Et oui. Voilà. Et ça, on l'oublie un peu parce qu'on parle souvent de liberté, d'égalité, mais en fait, bon là, je vais encore faire mon historien relou. Liberté, bon, tout le monde comprend. Égalité, c'était l'égalité devant la loi. C'était pas l'égalité sociale. Et l'égalité sociale, en fait, c'est fraternité. Ça a été rajouté en 48 quand les ouvriers ils ont fait aussi, nous aussi on veut participer au truc qui se passe, et je trouve ça intéressant parce qu'en fait souvent on nous casse les bonbons avec le fait que oui c'est égalitariste, vos machin et mon individualité, et sauf qu'en fait le problème c'est pas l'égalité, c'est la fraternité, c'est-à-dire activement décider qu'on se soutient tous en tant que participant d'un même collectif, auquel, en l'occurrence, si on parle du collectif de la France en général, on n'a pas forcément choisi d'y appartenir, mais on y appartient, et donc, à ce titre, on doit fraternité aux autres, ou sororité, on fait évoluer, parce que, il y a des meufs quand même, et en même temps, les autres nous le doivent aussi. Alors après, le principe, ça te donne la sécu, mais tu vois, il y a ce truc-là, justement, effectivement, faut être plusieurs pour pas crever, quoi. Mais alors je t'arrête tout de suite. Ces histoires de liberté, égalité, fraternité, c'est terriblement républicano-franchouillère de la France colonialo-raciste, insupportable. Donc là, non, ne pas ça. Mais personne ne parle jamais de fraternité, justement. Personne. Oui, surtout pas les valsistes. Je me faisais la réflexion, c'est vrai que c'est la valeur qui passe systématiquement à la trappe. Celle-là, mais parce qu'en fait, elle n'était pas en 89, elle a été rajoutée par les putains de rouges, là, en 48. Et que, en fait, elle a été rajoutée, mais personne n'en veut, parmi les dominants. Bah oui. Personne n'en veut parmi les dominants. Et les seuls qui la défendaient, c'était les cocos, après. Les seuls.
Enfin, après, là, on est sur du truc théorique un peu abstrait, tu vois, mais je trouve qu'en termes de logique, c'est pas du tout la même logique que égalité. Et c'est, à mon avis, un truc un peu plus porteur parce que c'est du relationnel, en fait. Le truc, c'est que créer du lien, parce que bon, le militantisme, la camaraderie, tout ça, c'est créer du lien. C'est sur quoi? Sur quelle valeur? Sur quelle projection dans l'avenir? C'est le salafiste qui débarque en banlieue et qui promet le paradis, bon, bah voilà, et qui vient avec son fric d'Arabie Saoudite pour payer des paniers repas aux gens qui sont en difficulté, là, ouais, il crée du lien, quoi. Ouais. Les youtubeurs, jeunes faves de droite, hein, qui bouffent du saucisson en faisant du développé couché et en faisant des blagues, ils créent de la communauté, ils créent du lien, ils créent quelque chose qui se disent, c'est marrant. Voilà. Alors là, la question de comment créer du lien pour se projeter dans l'avenir, mais j'anticipe peut-être sur la chronique de Florent pour Un tout petit peu. un tout petit peu, mais bon, voilà, c'est quand même les vraies questions Ouais. et Oui, qui se posent pas en termes de jeunes seulement, qui se posent Voilà, en termes de tout le monde. et juste avant que Flo embraye sur sa chronique, parce que c'est pas dedans, je crois, Ouais. à gauche, on s'attache peut-être trop aux raisons objectives qui devraient pousser les gens à être en lien, tu vois, l'appartenance de classe objective ou les dominations subies objectivement et tout. Et on zappe, mais alors totalement, l'action délibérée humaine et subjective de créer ce lien, de le maintenir, de l'entretenir, de le transformer, de le faire devenir quelque chose de politique, de tout ça. On n'utilise pas le lien comme objet, en fait, comme objet sur lequel on fait un travail politique, social, militant, ou juste Après, relationnel et humain, tu vois. il y a une peur aussi. Ah bah, faut se confronter aux gens. Alors, non, mais il n'y a pas que ça. Les gens, quelle horreur! Non, Au il y a secours, pas- Bark! Il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a une peur d'être accusé, de faire la récup politique en faisant du pseudo associatif, du pseudo mais c'est ça aussi, humanitaire. c'est que quand on t'accuse de faire de la politique, faut dire oui et alors. Oui, voilà, c'est-à-dire que l'argument de attendez, vous récupérez le truc, chut, non, chut, tais-toi, chut. Voilà, faut même pas discuter de ce genre de truc, non, on fait de la politique, voilà, si t'estimes que c'est de la récupération, c'est ta projection, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et puis si t'estimes que faire de la politique c'est sale, qu'est-ce que tu fous là en fait? Mais bon, ça, Oui, c'est voilà. un symptôme de défaite, hein, je veux dire, quand tu as toujours peur de ton ombre, de t'assumer, de dire oui, j'existe, et alors Et je pense qu'il y a aussi un truc qui va avec, c'est que cet argument-là, il a de la force parce qu'aujourd'hui, dans politique, il n'y a que politiciens et partisans. Il n'y a plus politique. C'est-à-dire que tu peux pas dire je suis. Tu vois, à une époque, tu pouvais dire je suis communiste, je suis socialiste ou quelque chose comme ça, sans que ça renvoie automatiquement à une figure ou un parti ou une fraction ou un machin, parce que c'était une acception plus large, philosophique, d'une vision du monde, d'une idéologie un peu plus globale et tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. À la limite, tu peux dire je suis écolo, un peu comme ça. Oui. Écolo, ça marche. Mais sinon, du coup, comme il n'y a plus d'environnement idéologique au-delà, on va dire, des querelles partisanes, on va forcément t'accuser d'être partisan au sens, pour le coup, vraiment, tu veux me faire voter pour un mec, ce qui n'est pas le but. Et là, c'est ça qui donne de la force à cette accusation-là aussi. Mais on en revient au lifestyle, on en revient à l'idéologie, parce que oui, il faut faire de l'idéologie, mais bon, pour ça, il faudra en avoir une déjà. Et voilà. Autre chose que l'individualisme identitaire débile. Bah oui. En tant qu'idéologie. Oui, non mais oui. Donc, nous comprenons donc que ce débat n'est pas simple parce qu'évidemment ça part dans toutes sortes de directions, mais la conversation est fructueuse. Je propose que ce soit Florent. Ouais, et en fait, cette histoire de lien, mine de rien, ça me ramène au truc autour duquel on est en train de tourner depuis tout à l'heure. Parce que le lien, en fait, l'histoire de lien, moi, ça me satisfait pas totalement comme idée, on va dire, parce que un lien, moi, ça me fait plus penser à un truc d'individu à individu. Et donc, on retombe un peu on retombe très facilement sur le truc totalement atomisé qu'un truc collectif. Parce que bon, ce qu'on a vu, c'est que ce qui manque le plus dans la jeunesse, c'est pas vraiment les idées de gauche. Enfin, si, ça manque, mais c'est pas ce qui manque le plus. Ce qui manque, on s'en approche avec la question du lien.
C'est un truc, ça se résume en un mot en fait. Mhm. Et c'est pas une organisation, c'est l'étape d'avant. Ce qui manque, c'est d'avoir un camp. Ouais. Un camp visible, bien identifié, défini, enfin un truc qui a des expériences communes, qui peut englober une ou plusieurs orgas et un peu les dépasser avec ceux qui sont simplement sympathisants. Un exemple de camp, c'est ce qu'en 2005 et après, on a appelé la gauche du non. Il y avait plusieurs orgas, il y a des gens membres d'aucune, des divergences, etc. Mais on était là, c'était visible, et quand quelqu'un parlait de la gauche du non, on savait que c'était nous, et le truc avait quand même une certaine cohésion. Bon, sauf que ce camp-là, ou cette façon de le désigner, c'est une victoire, d'accord, mais c'est une victoire d'il y a 16 ans. Ouais. Donc quand on parle des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes dont on parle là, à l'époque, ils étaient même pas tous propres encore. Donc pour ce qui est d'une appartenance politique, c'était encore au-delà. Puis bon, la victoire en question, 2 ans après, on s'est pris le traité de Lisbonne, on a pu se la plier en cornet, se la mettre où je pense. Et surtout, c'était qu'une victoire, pas un progrès. On a empêché un recul, on n'a pas avancé. Et ça aussi, c'est important pour constituer un camp de gauche chez les jeunes. Un progrès, c'est-à-dire du mieux, pas juste du pas pire. Et le progrès, ça manque nettement, on l'a vu. Enfin bon, en termes de progrès, récemment, il y a eu récemment, il y a 8 ans, déjà. Ouais, du récent d'il y a 8 ans, dans une émission où on parle des jeunes, ça commence à être un peu dur. Donc récemment, il y a 8 ans, le mariage pour tous, mais bon, ouais, voilà, c'était il y a 8 ans. C'est incontestablement un progrès, ok, mais ça peut pas définir de camp. Enfin, ou alors, si vous essayez de définir un camp à partir de ça, ça va être, je sais pas, moi, le progressisme de Gabriel Attal à Nathalie Arthaud. C'est pas un camp, ce truc-là. Non. C'est pas un camp, c'est une plaisanterie, ça. Ça pique un peu, là. Et en même temps, est-ce que c'est pas ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec les réunions d'union de machin pour 2022 là. C'est un peu cet arc-là. Ouais, et en plus, si vous vous souvenez bien... Ne nous lance pas, excuse-moi Florent, mais ne nous lance pas sur les trucs d'union de la gauche, où là on est sur pour un autre jour, c'est pour un autre jour. On est sur une roue libre d'1h30 non-stop à tous parler en même temps et en insultant tout le monde. Ce n'est pas possible, il faut être raisonnable. C'est tentant, dit comme ça, c'est terriblement, c'est terriblement tentant. Allez, vas-y, on fait une émission là-dessus. Bon, ouais, non, non, pitié. Pas là, pas comme ça. Oui, mais vas-y, Florent, excuse-moi. Et en plus, si vous vous souvenez bien, le mariage pour tous, c'est un progrès, d'accord, mais on l'a défendu en disant que pour la plupart des gens, il ne changerait rien et que c'était dans le cours normal des choses. En gros, c'était un peu le sens de l'histoire, c'est la lancée sur laquelle la société était depuis déjà quelques décennies. Et c'est vrai tout ça. C'est vrai, pour la majorité des gens, ça change rien. Et c'était effectivement le cours qu'on suivait depuis des années. C'est-à-dire qu'on se doutait bien qu'un jour ça viendrait. Les optimistes le voyaient plus tôt, les pessimistes le voyaient plus tard, mais on s'y attendait. Et en fait, c'était un progrès prévu, prévisible, et qui a changé peu de choses pour énormément de gens. Au point où ça avait un côté, et ça a toujours un côté, encore plus au bout de 8 ans, un côté de dernier progrès avant la stase, un peu. Ouais. Alors bon, voilà, ça s'est fait. Maintenant, on a fait le tour. Un peu une sorte de fin de l'histoire progressiste. Au-delà de cette limite, votre ticket de gauche n'est plus valable. Ouais. Voilà. Ouais. Et en même temps, il y a peut-être un truc social aussi. Je me dis, très concrètement pour des gens, on va dire classe moyenne sup. Ouais. Qui se disent qui se sentent de gauche et tout ça, qu'est-ce qu'ils auraient encore à demander pour eux-mêmes? À part le fait que la situation actuelle ne se dégrade pas, parce que pour une partie de cette population sociale, elle est suffisamment satisfaisante. Tant que la sécu ça marche, tant que tu as des emplois pas trop horribles, parce que classe moyenne et classe moyenne sup, c'est des catégories qui sont moins touchées par le chômage quand même.
tant que tes mômes ils peuvent aller à l'école à peu près, etc. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème du fait que le moteur sociologique de la gauche depuis 40 ans, qui est pas le prolétariat, en tout cas pas sa fraction la plus pauvre et la plus discriminée, effectivement, en fait, est-ce qu'on a... Enfin, tu vois, quelqu'un comme moi, par exemple, moi, à part... hormis le fait que je sois politisé et donc avec une conscience des enjeux un peu macro qui m'énervent, si je devais militer uniquement pour moi-même, ce serait que sur des tout petits trucs, quoi. Ouais. Et voilà, et c'est peut-être ça aussi le sujet, au fond. Il y a ça, il y a ça, et c'est lié un peu aussi au manque de perspective, parce que je dis, ouais, il y a des petits trucs. Est-ce qu'il y a réellement que des petits trucs par exemple, dans ta situation, si on l'observe vraiment froidement, est-ce qu'il y a réellement que des petits trucs à corriger? Il y a toujours des gros trucs, mais c'est des gros trucs qu'il faut conceptualiser parce que tu as une vision politique que tu as un peu travaillé avec de l'idéologie, tout ce que tu veux. Évidemment, j'y gagnerais sans doute beaucoup si on passait à d'autres façons de gérer le travail, de machin, tout ça. Le logement, enfin, tu vois, évidemment, mais c'est pas, je pense que c'est pas le même niveau de pression immédiate sur la vie que par exemple soit les jeunes chômeurs de campagne ou les jeunes chômeurs des cités ou les meufs qui savent pas quoi faire de leur vie parce que en ce moment il n'y a pas de débouchés à part des boulots de merde ou des boulots du Caire et elles ont peut-être envie de faire autre chose, hein, tu vois. C'est pas le même niveau d'immédiateté et de pression sur la vie et du coup de ce qui te et quand permet de te bouger le cul, quoi. Ouais, et puis quand t'es dans cette situation-là, t'es dans la survie, donc t'as autre chose à faire que de te bouger le cul. Ouais, aussi. Voilà, puis les perspectives de progrès, c'est-à-dire une vraie perspective de progrès avec un grand P, en gros une rupture avec l'ordre en place, un truc qui change pour tout le monde, ou en tout cas pour la majorité, et surtout pour la majorité en partant du bas et en mieux, pas juste en papier, en mieux. C'est pas gagné parce que être jeune en 2021, ça veut dire que quand on a vu les choses changer pour tout le monde ou pour la majorité, c'est en pire à chaque fois. Oui. C'est en pire en admettant que les ruptures soient encore conceptualisables. Ouais, bon, moi j'aurais un truc à dire là-dessus, mais je vais attendre que tu aies fini ta chronique. D'accord. Parce que je disais les ruptures conceptualisables, la rupture elle-même, ça commence à devenir difficile à penser. Par exemple, mettons une guerre. C'est une rupture en soi, c'est un très bon exemple de rupture historique, c'est un peu l'exemple classique, et à la fin, la rupture est consacrée par la fin de la guerre. C'est la fin d'une guerre, c'est bien visible. D'un seul coup, il n'y a plus de bombardement ou de trucs comme ça. Bref, voilà quoi. On voit qu'on a changé d'époque, c'est très net, et ça rend d'autres ruptures du même genre plus facilement pensables. Bon, de nos jours, en guise de guerre, on a le terrorisme. C'est beaucoup plus diffus, on a beaucoup plus de mal à en identifier aussi bien le début que la fin. Et d'ailleurs, le principe même du terrorisme, c'est de provoquer une terreur diffuse et constante, pas une rupture. Bon, la crise économique, pareil, pour être une rupture, il faudrait qu'elle soit terminée un jour. Et c'est pas le cas, je veux dire, je sais pas vous, mais moi, dans ma vie quotidienne, j'ai jamais vu un mieux qui permettait de se dire que, enfin, la crise de 2008 était terminée. Et ça, c'était il y a 13 ans. Ouais. mais sur la crise de 2008, là où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas qu'elle s'est pas terminée, c'est que l'état des choses qu'elle a engendré était souhaitable pour les dominants, qui ont donc fait ce qu'il fallait pour qu'ils se maintiennent. On est d'accord. Les baisses de salaire pour les plus pauvres, la précarisation, tout ça. Ouais. Bon, la crise écologique, on va passer vite fait dessus, sinon on va tous se pendre. Je vais juste dire pour résumer qu'à ce niveau-là, quand on retrouve plus les hivers de son enfance, alors qu'on n'a même pas fini ses études, c'est pas facile de penser à un changement en mieux. Ça aide pas. Non, ça n'aide pas. Ça dispose pas à l'optimisme. Ou des étés normaux, il n'y a pas que les hivers d'ailleurs. Oui.
Des saisons. Ouais, des des saisons. Ah, voilà. Cela, on est déjà en été, par exemple. Ouais, il paraît. C'est bizarre. Ouais, c'est un peu... Mais ouais, bon, en guise de rupture récente, bon, il y a le Covid, ok. Et le Covid, hein, ben en un an, on est quand même passé de quand on sort, on change tout, pour les plus optimistes, à mais au fait, est-ce qu'un jour on va sortir? Oui, voilà. C'est ça, c'est long, là. Voilà. La réponse C'est-à-dire est que plus ça probable reste. étant non. Bon, c'est une rupture, hein, mais le discours du pouvoir, c'est quand même du genre tout changer pour que tout reste pareil. Résultat, bah, c'est une rupture de toute façon clairement en pire. Et à la limite, quand on veut vraiment le prendre comme rupture et en tirer les conséquences, ben, on est bien obligé de se dire que c'est le signe qu'on est entré dans le dur, hein. On est entré dans, on en parlait dans notre émission du Nouvel An. On est entré dans la période où on va se prendre choc sur choc en essayant de ne pas sombrer. Bon, comme perspective positive. Hein. Tu cherches à nous déprimer un dimanche, là, c'est ça, en fait. Pas plus cool, que hein. d'habitude. Ouais, pas plus que d'habitude. Hein. Franchement, bon. Moi j'ai une dernière hypothèse, Florent, tu me dis ce que Ouais. t'en penses. Le communisme, c'est un truc de gens avec des chaussures à boutons dans des pays où il fait froid. Et donc avec le réchauffement climatique, ça va plus être possible. C'est ça. Et Cuba alors, il fait froid à Cuba. Voilà. Cuba. Et Ah, voilà, Cuba. tu as trouvé le bon contre-argument. Si c'était ça la perspective, finalement, on va tous à Cuba, et puis voilà. Non. Non. Bah non, on peut plus. C'est beaucoup moins intéressant maintenant. Bah oui, c'est vrai. Et ouais, en fait, il y en a. Bientôt ils vont mine de devenir rien- sociodémocrates. Ouais. Non, mais en fait, il y en a un qui arrive à faire rêver pas tous les jeunes, mais une quantité respectable. Et en plus, sans qu'ils aient honte de rêver. Ce qui est déjà un exploit à notre époque. Et c'est Elon Musk. C'est Elon Musk et le rêve qu'il vend, c'est quand même tout plaquer, partir sur Mars, vivre sous un dôme. Ouais. C'est. Le rêve qu'il vend, c'est quand même de devenir un méchant de série de science-fiction, quoi. Oui. Et surtout de se barrer de cette putain de planète avant qu'elle crève. Alors, c'est voilà, paradoxal. paye ton rêve. Ah ouais, paye ton ton rêve optimisme. de te barrer d'une planète avant qu'elle crève pour aller sur une planète crevée, quoi. C'est le rêve. Et en même temps, l'idée de vouloir partir d'un lieu qui semble arriver au bout de sa life et tout ça, moi, ça me fait terriblement penser à juste avant la Renaissance et avant les explorations, les premières grandes explorations coloniales, quoi, au XVIe siècle. Alors, Elon Et là, Musk, on part dans le métal. Elon Musk ne vend pas du rêve. Elon Musk vend son rêve. Ah, bien sûr. Oui. Parce que, et la possibilité d'accomplir son rêve à lui, parce que tout ce qu'ils nous racontent, les mecs qui nous disent qu'on va aller coloniser Mars et ça met des étoiles dans les yeux, etc., Ils n'ont pas compris qu'ils vont être esclaves, en fait, là-dedans. C'est déjà, et que surtout, ce que veut Elon Musk, c'est se barrer tout seul, quitte à laisser tous les autres derrière. Il vend le truc en disant nous allons sur Mars, mais le vrai fond du truc, c'est non, moi, j'y vais. Moi et mes potes richissimes et libertariens. C'est un motif, récurrent de la science-fiction, ça, les types qui se barrent à 50 et tout le reste est en train de crever. Oui, c'est aussi le bouquin d'Ayn Rand qui est quand même la bible de tous les abrutis libertariens, là, où les riches se barrent et du coup le monde ne s'en remet pas. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils essayent, en fait, parce que je pense que rien ne vaut l'expérience pour être sûr d'une théorie. Ouais. Donc Non, ce c'est serait vrai, bien qu'ils c'est le vrai. fassent, tu vois, qui s'enferment dans leur mine là, ou qui partent sur Mars, j'en ai rien à foutre. Tous dans une fusée. Et puis on verra, après on fait les comptes. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, moi je C'est suis une pour. bonne idée. Tous les riches dans une fusée. Elon, si tu nous écoutes, on est à fond. Ouais, on te soutient. Bon, pas avec de l'argent parce qu'on en a pas, mais. Ouais, Elon Musk, allez, écoute, tu veux coloniser Mars, ok, allez, tu pars en premier, et nous on te regarde, d'accord? Si tu veux, tu peux au nom de la France, on te prête les frères Bogdanov. C'est ça. Et puis on vous regarde. Et leur Mais en vaisseau même temps, si les spatial. frères Bogdanov sont venus ici, c'est peut-être que sur Mars, c'est pas si génial que ça. C'est clair. Peut-être que ce On sont n'y les avait pas Elon pensé. Musk d'Alpha du Centaure et on ne D'une le sait autre pas. planète, ouais, voilà, et qui viennent visiter le truc en disant c'est intéressant ici, bizarre mais intéressant. Et voilà. Alors nous, on se dit pas la même chose à leur sujet. Enfin, on se dit qu'ils sont bizarres mais pas intéressants, par contre. Ils sont juste chelous. En fait,
Mais juste chelou. Vous voyez, Bon, on peut être drôle en étant du bah, gauche. finis ta oui. chronique, Florent. Finis ta Et chronique. ouais, en fait, en guise de conclusion, moi, je me dis que notre problème, ben, c'est peut-être ce qu'on propose comme rêve, ou plutôt la façon dont on le propose. Dire que parler de communisme à l'heure actuelle, il faut dire ce qui est. Il y a un peu, par rapport à la gueule du monde dans lequel les jeunes ont grandi, il y a un côté trop beau pour être vrai. Il y a un côté trop beau pour être vrai, et quand on essaie de les convaincre et de leur dire que ça va marcher, qu'il faut qu'ils nous rejoignent, bah, ça fait un peu trop crois-moi frère, ça va bien se passer. Hein. C'est-à-dire le truc qui veut dire non, ça va mal se passer, fuis. Ça va mal tourner. Oui. Dire voilà, faut peut-être intégrer ça, c'est-à-dire qu'en fait avec les jeunes, on parle à des gens qui n'ont jamais vu de vrai progrès, qui n'en voient aucun à l'horizon, et qui en conséquence vont refuser d'y croire tant qu'on va pas leur laisser une marge de manœuvre pour couvrir leurs arrières sans nous au cas où on merde. Ouais. Ça me fait penser à un bouquin, alors qui est pas traduit en français, et je pense que c'est peut-être dommage parce qu'il a l'air rigolo. Il s'appelle Fully Automated Luxury Communism. Donc, J'en ai entendu parler. traduction approximative pour les non-anglophones ici, le communisme de luxe complètement automatisé. Où bah justement en fait le mec c'est un gauchiste américain qui écrit ça, qui en gros essaye de marier un peu ces deux trucs que tu disais, quoi, l'idée de ce qui peut faire rêver dans un trip à la Elon Musk, dans une vision du progrès de ouf et tout ça, et la question sociale, le communisme, tout ça. Et je pense que c'est intéressant de regarder ce genre de truc. Est-ce que tu te proposes pour le traduire? J'ai pas tellement le temps, moi, perso. merde. Mais si des gens qui ne sont pas encore ni des vieux staliniens bourrés, ni des zadistes invétérés voulaient s'y coller, ce serait cool. Ouais, d'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça, mais c'est vrai que finalement, le manque de temps, est-ce que c'est pas un critère aussi qui fait que t'as pas le temps de te politiser? Tu veux dire que les gens de gauche ayant un travail... Bah, oui, non, je pensais pas à ces gens de gauche-là, mais oui, non, mais c'est vrai que le manque de temps, quand même, c'est... Oui, c'était le premier argument pour la réduction du temps de travail à l'époque où c'était à la mode, de dire qu'il fallait réduire le temps de travail. C'est que c'était du temps aussi pour, déjà pour toi, pour prendre du temps pour faire ce que tu as envie de faire dans la vie et pas juste bosser. Et c'était un temps que tu pouvais aussi utiliser à la politisation. Bien sûr. Oui. C'est fou, on retombe toujours sur des questions du 19e siècle, quoi. Ouais. C'est ce qui est pas forcément... Je sais pas si c'est un très bon signe de l'époque dans laquelle on vit, mais bon, comme quoi c'était pas si idiot, quoi, ce qu'ils disaient au 19e siècle, des fois, certains. Ouais, putain, on parle des jeunes et encore on se retrouve à faire des trucs de vieillards. Voilà. Bon, on a perdu les deux autres. Non. Non, mais ça va me permettre de rebondir directement sur ce que je pense par rapport à ce que Florent a dit. Ouais. Je crois que sincèrement que le problème n'est pas une question de quand, mais l'un des gros problèmes politiques qui rejoint la question des jeunes, mais qui rejoint l'action, c'est que l'absence totale de vraie réflexion intellectuelle politique et de vrai travail intellectuel politique, et ce, je pense, tout camp confondu. C'est-à-dire qu'en fait, plus personne ne réfléchit. Autant dans les années 30, 40, 60, oui, on parle encore de trucs de vieux, mais il faut connaître le passé pour éclairer l'avenir, et ferme ta gueule. Donc, il y avait une espèce de production intellectuelle absolument pléthorique qui a culminé littéralement dans les années 60 pour, alors voilà ce qu'on n'aime pas et voilà ce qu'on veut. Maintenant, bien malin, si vous arrivez à me trouver quelque chose qui soit du travail intellectuel de grosse qualité pour définir exactement voilà ce qu'on veut et voilà les revendications qu'on avance. Et c'est la panne de revendication. La panne de revendication du truc, c'est que qu'est-ce que propose, par exemple, l'extrême droite? Même l'extrême droite, qui est le truc qui a malheureusement politiquement le vent en poupe, propose des choses extrêmement minimes.
Oui, le plus gros truc qu'ils proposent, c'est la remigration, mais matériellement, ils n'y arriveront pas. C'est juste un moyen de faire une chasse aux Arabes permanente et une chasse aux suspects permanente. Ce qui existe déjà en termes politiques actuellement, il faut le rappeler. On est à je sais plus combien de dizaines de milliers d'expulsions par an depuis 20 ans. Oui, alors là, quant à la remigration, t'inquiète pas que s'ils sont au pouvoir et qu'il y en a parmi les militants qui disent ouais, mais non, on va faire la remigration, t'inquiète pas que t'as tout le BTP et la restauration qui vont débarquer en faisant tut. Attends, on peut faire des dérogations et tout, et voilà. Donc non, c'est-à-dire que même nous, et je pense que ça fait partie, ça rejoint la problématique pourquoi les jeunes sont de droite. Qu'est-ce que concrètement en termes d'horizon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on leur propose de trucs grandioses? Et ça pose une autre question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent de grandiose, ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils voudraient de grandiose? Parce qu'une revendication, ça ne naît jamais de l'extérieur. Enfin, pas complètement. Et donc, tu vois, là, on se pose la question de l'extérieur, parce qu'on n'est plus des jeunes. Et la question, c'est aussi ça, c'est... En fait, on a tout un ensemble d'acteurs politiques vieux qui se demandent, mais au fait, les jeunes, ils veulent quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes? Mais les jeunes, ils veulent quoi, en fait? Si on prend ceux qui seraient le plus enclins à pencher à gauche, en gros, on commence par les plus faciles à choper, faut dire ce qu'il y a. Les plus enclins à devenir de gauche, ce qui les motive, c'est la survie en fait, c'est-à-dire la survie de l'espèce en raison de la crise écologique. Ouais. Mais est-ce que du coup cette question de survie elle n'est pas plus large? Est-ce que c'est pas aussi par une analogie avec la survie économique probablement. De là, c'est un peu un paradigme général. Il y a à étendre le truc, mais c'est justement le truc, c'est que tu peux pas fédérer et mobiliser en proposant uniquement de la survie. Bah non. Ouais. Bah non. C'est-à-dire que c'est bon, voilà, c'est la merde. On se dirige droit vers Mad Max, en gros. Donc, comment est-ce qu'on peut faire Alors, comment est-ce qu'on peut fabriquer un arc avec des bouts de plastique et comment on peut faire un potager? Alors, ça, c'est le truc. Alors, pour les plus acharnés, les plus énervés, ça va leur faire un défi, un challenge, comme disent les cons. Ouais. Mais alors, pour la majorité des gens, c'est plus déprimant qu'autre chose, quoi. On va peut-être voir aussi que effectivement, si on se dirige vers Mad Max, dans le premier Mad Max, ils sont pas en train de faire des courses de dragster dans le désert. Dans le premier Mad Max, ils sont dans des villes qui tombent en ruine et où la police est devenue une bande criminelle comme les autres. Oui. T'es allé à Stein récemment ou comment ça se fait? Et donc, dans le premier Mad Max, en réalité, avant la grosse catastrophe inévitable et qui a limite une gueule de châtiment divin, il y a d'abord un problème politique dans la société du premier Mad Max. Ouais, enfin, ce que tu décris, les villes qui s'effondrent et la police qui devient une bande criminelle, ça existe déjà, ça s'appelle le Brésil. Ouais. C'est clair. Donc là, la question étant, c'est sur quel commun, qu'est-ce qui fait que quel projet porter, et puis surtout à long terme, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, et surtout à un moment donné, on ne peut pas faire l'impasse sur la pauvreté et puis l'égarement de notre camp politique, quoi. Parce que si le jeune est de droite, à un moment donné, il faut le dire, c'est parce que la gauche fait de la merde. En partie. Non, mais en partie. Pas que, mais en partie. J'entends bien, mais en partie. Non, mais c'est pas toute la responsabilité du truc. Mais en partie, c'est qu'à un moment donné, la gauche fait du caca. Et en même temps, j'ai une question toute con, et ça va être la merde, je vous préviens, elle est désagréable. Ouais. Oui, si on devait résumer en une phrase ce qu'on veut. Alors. Non, mais je veux dire, une phrase qu'on peut dire à quelqu'un qui n'est pas particulièrement au courant et qui définirait à quoi on veut arriver politiquement si on obtenait tout ce qu'on veut. Et moi, je suis pas sûr qu'on soit capable, en fait. Je suis pas sûr qu'on soit capable. Quel monde on voudrait à l'horizon 2100, par exemple.
Ou alors on mobiliserait des vieux concepts qui sont plus trop opérants dans la population. Oui, parce que Parce que, moi je me suis déjà posé la question à l'horizon 2100 et alors j'ai un préjugé et une tendance au pessimisme et à ne pas trop rêver. Ah bon? Et oui, hein, ça se voit. Tu nous surprends complètement. Et C'est ça. moi, Pour ce que pouvoir j'aimerais entraîner les gens vers l'avenir, il faut déjà en avoir une idée soi-même. En fait. Ouais, et moi ce que j'aimerais pour 2100, c'est qu'on soit au moins dans une civilisation qui puisse vraiment se dire qu'elle est en reconstruction. Dire qu'on soit réellement, vrai que... dire qu'on ait réellement passé l'étape où on se contente d'encaisser les chocs en restant debout, et qu'on soit réellement en train de commencer à réparer les dégâts qu'a foutu le capitalisme et qui va encore continuer à foutre quelques temps, hein, parce que la révolution, c'est pas demain matin. Non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que le seul horizon, c'est de proposer que ça va être la merde, mais un peu moins la merde si on s'y met ensemble. C'est vrai que c'est pas très mobilisateur, quoi, en fait. La question, c'est comment rendre ça exaltant, en fait. C'est ça. Surtout ça, comment rendre ça exaltant. C'est ça les questions de fond. Ouais. Oui. Les questions de fond, c'est comment rendre ça vivant, rendre ça exaltant, il y a des hommes. Oui, ouais, vas-y. Mais pas se contenter d'être dans un truc. Il faut sauver la Sécu. Oui, évidemment qu'il faut sauver la Sécu. La question se pose pas. Oui, mais en fait, sauver la Sécu, c'est un moyen en réalité. Mais c'est un moyen. C'est un moyen, c'est une étape. C'est pas une fin. Bon, il y a quand même des hommes politiques, des mouvements qui proposent des horizons, mais en fait, le truc, c'est qu'en plus, parce qu'ils ont compris ce côté, il faut rendre ça enviable, machin, mais est-ce que vraiment des gens y croient, même parmi ceux qui sont sympathisants, militants, tout ça, bon, moi pour ma part, j'y crois moyennement. Déjà, c'est un problème quand les propres militants d'une organisation ne croient pas vraiment à ce qu'ils... toi, t'as pas été convaincu par les hologrammes, c'est ça? Non, les hologrammes, c'est rigolo, non, ça, mais... bien. Ça, c'était bien. Ça, oui, c'était bien. Les hologrammes, c'était une bonne idée, mais c'est même dommage de ne pas s'en servir plus à l'heure actuelle, hein, avec le Covid. Le trip, comment dire, on va mettre des hydroliennes partout, machin, et comme ça... moi, j'y crois pas, donc... comment tu veux rendre enviable un truc que toi-même, t'es un peu dubitatif? Bon, après, c'est abstrait. Enfin, je veux dire, c'est pas de la vie quotidienne. Non. Enfin, si tes hydroliennes et tes éoliennes, c'est le truc de la vie quotidienne, c'est pour les gens qui habitent à peu près pas trop loin et que ça va faire chier, tu vois. Mais c'est du concret. Pourquoi ta vie, pourquoi si tu vas dans ce chemin-là de gauche, ta vie sera mieux dans X temps. Ouais. Non, et c'est surtout pourquoi avec ta vie plusieurs sera étapes, hein, dans pas longtemps, dans moyen longtemps et dans longtemps. Tu vois. Non, genre pour toi, pour ton futur et pour tes gosses. Non, mais la question, attends, d'abord, si je puis me permettre, c'est pourquoi, si tu es de gauche, ta vie sera mieux tout de suite. Bah oui, c'est pour ça que je disais plusieurs temporalités. Et donc, tout de suite, tu reviens à la camaraderie et tout ça. Là. Voilà, c'est-à-dire qu'à mon nez, je reviens à mon exemple des jeunes faves de droite, c'est où les mecs se posent même pas la question de dire pourquoi ta vie sera mieux tout de suite. Les mecs les font marrer, donc leur vie est mieux tout de suite, au moment où ils les regardent. Ouais. Oui. Déjà, c'est vrai. Donc on arrive à ce niveau-là de base. Ta vie sera mieux tout de suite, mais pas tout de suite demain ou le week-end prochain. Non, et tout de suite maintenant. Parce qu'au moins quand tu nous écoutes ou quand tu nous regardes, tu passes un bon moment. Ça me fait penser à toutes ces... c'est pas compliqué. Ouais. Ça me fait penser à toutes ces salles syndicales en Angleterre où c'est en gros dans plein de bleds en Angleterre et au Pays de Galles notamment. C'est les syndicats qui ont construit la salle des fêtes du village et ta vie était mieux tout de suite quand tu étais dans le mouvement syndical ou travailliste ou quoi, parce que en fait tu avais accès à la salle des fêtes qui avait un bar pour aller décompresser le soir et puis puis il y avait le truc de sport et puis il y avait tout ça. Ouais. Et en fait, ta vie était mieux tout de suite. Ça, c'est sûr que c'est mieux. Mais comme en France, on est un pays communiste, tout ça, on l'a rendu évident. Public. Non, et puis public, c'est-à-dire que c'est devenu un service public, ce genre de truc. Bon, pas le bistrot, encore que. Mais en fait, comment dire. On a allé à un stade et bon, quelque part, c'est peut-être bien, tu vois. Salle des fêtes. C'est peut-être bien, c'est que on a dépassé le stade où c'était un truc politique, c'est devenu un truc normal. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait après, tu vois, entre guillemets.
Et puis, du coup, c'est devenu de droite potentiellement aussi à certains endroits, mais ça, c'est encore autre chose. c'est encore un autre problème. Mais voilà, effectivement, il y a l'inscription dans un truc quotidien immédiat Oui. Mais même pas quotidien immédiat, c'est-à-dire un truc instantané même, parfois. Oui. Instantané, c'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est plus... Moi, alors, quel choix tu as quand tu es jeune, et quand tu es jeune plus ou moins dépolitisé, que tu es sur YouTube? D'un côté, tu as une bande de potes qui bouffent du saucisson en faisant des blagues, et de l'autre côté, tu as machin à anneau dans le nez qui exige que tu t'interroges sur ton privilège blanc. Tu vas vers quoi? Et spontanément, tu vas vers quoi? voilà, C'est-à-dire que moi, j'aime je bien le change. saucisson. Attends. et ça encore là, je vais reprendre les trucs que disait Sarah l'autre fois. Ça, en plus, ça c'est un point de vue de mec, parce que du point de vue des meufs, l'alternative en termes d'offres sur YouTube, c'est globalement encore plus de droite, sauf que nous on le voit pas parce qu'on est des gars. C'est y a Maquillage et le compagnie. nombre. Alors t'as le YouTube, on va dire objet sexuel. Et tu as le YouTube, c'est de la vie formidable d'être une mère au foyer Voilà. version 2.0. Ouais, carrément. Mais un truc dont on n'imagine même pas le niveau de réacrie atroce, parce que on ne va pas voir ces chaînes, nous qui sommes des couillus. Mais c'est encore plus de droite que les mecs qui bouffent du sauciflard en vrai. Sauf que c'est tout mignon, tout gentil, les couleurs pastel, les meufs elles sont dans des maisons design un peu grandes, elles sont plutôt bonasses, mais elles ont 3 enfants à 30 ans et elles disent ma vie de mère au foyer / start-upeuse / je sais pas quoi, elle est formidable. / anti-vax aussi, souvent. / anti-vax, / homéopathie, / tout ce que tu veux. Oui, donc c'est 3 enfants qui ont survécu, ouais. Oui, parce qu'elle a la chance de vivre dans un pays riche quand même. Et non, et c'est hyper réactionnaire en fait, mais vraiment un truc ouf. Alors c'est peut-être plus développé aux États-Unis qu'en France, mais quand même. Bon, et ça viendra. ça sur le YouTube, on va dire à destination des nanas, c'est hyper majoritaire comme genre de contenu en fait. Mais je pense qu'il y a plus de choses réac de ce style-là à destination des meufs que de trucs de fachos qui mangent du saucisson en fait sur YouTube. C'est hallucinant. Puis ça a l'air tout mignon. Et puis c'est encore du lifestyle. Oui. Parce qu'en fait la droite n'a pour objet que le lifestyle. Le conservatisme par définition n'a pour objet que le lifestyle. Pour le populo j'entends. Parce que le populo n'est pas censé s'occuper de politique chez les gens de droite. Et donc tout est dans le lifestyle et promouvoir, en fait, c'est les manuels de savoir-vivre d'il y a 100 ans, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, de Rothschild de version 2.0. Quoi. Ouais, mais nous, d'un autre côté, si on s'occupe pas précisément de lifestyle, la politique horreur du vide. Mais bien sûr. Et des gens le récupèrent pour des trucs. Mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Nous, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant la fin du truc, sur le lifestyle, le développement personnel, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez. On a déjà un certain bagage à gauche en termes de critique du développement personnel, mine de rien. Bon, c'est peut-être à remettre en ordre, à rassembler, etc. Mais quand on regarde bien, c'est un truc qui revient assez souvent. Oui. Et peut-être que le meilleur moyen d'occuper le terrain, ce serait de dire que un bon moyen d'avoir une vie plus agréable au quotidien, c'est d'arrêter de se prendre la tête avec le lifestyle parce que c'est hyper pesant. Ouais. Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que tout l'environnement idéologique, médiatique, consumériste te pousse là-dessus. Je crois que c'est... Ouais, mais ça, on en a déjà un peu parlé. Je crois qu'il y a un point où faut voler dans les plumes de quelques idées majoritaires et y aller à la bourre. Ah oui, mais pour moi, le lifestyle, c'est pas que des idées, c'est des conditions matérielles. Et d'ailleurs, quand tu regardes les dernières époques où en France, on a eu une gauche bourrine et de masse, c'était... en fait, ça s'est fini avec l'apparition du lifestyle, en fait. Je conclurai, si vous me permettez, en disant qu'il y a 2 choses, c'est-à-dire la question du camp, la question de rassembler le camp, qu'est-ce qu'on définit par camp, mais en question de vraiment le rassembler. Et pour ça, il va falloir que la majorité silencieuse de gauche se décide à l'ouvrir plutôt que de laisser s'exprimer la minorité braillarde de gauchistes. Parce que l'autocensure et le terrorisme intellectuel, au bout d'un moment, ça suffit.
Que ce soit la gauche normale qui reprenne le dessus, ce serait bien. Ouais, ce sera un bon préalable. Ce sera un bon préalable parce qu'il faut que ça arrive. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cette émission de Zéro Dark Thierry, le podcast qui n'aime pas les gens ni les jeunes, mais si on les aime bien, les jeunes finalement, mais il faut qu'ils arrêtent d'être de droite, ça suffit, arrêtez d'être de droite, c'est idiot. Nous vous donnons rendez-vous dans les 15 jours à peu près, donc allez, on va dire dans 15 jours à peu près. Si vous regardez cette émission sur YouTube, n'hésitez pas, la petite cloche et un petit like parce que ça fait plaisir et ça fait remonter la vidéo. Et nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut les gens.